Bonjour les amis, fans de l'Olympique lyonnais, bienvenue dans cette vidéo débrief de la défaite de l'OL 2-0 à Monaco. Ce qui s'apparentait comme une dernière chance ne l'est pas tout à fait puisqu'il reste une infime chance d'accrocher la 4e place. La semaine prochaine, il y aura encore une petite possibilité d'aller en Europa League. Mais le scénario hier ne pouvait pas être plus catastrophique puisqu'on avait quand même la chance que les 3 équipes devant nous s'inclinent. Donc en cas de victoire, on leur passait devant, on prenait le goal average et on se mettait bien, ce qui fait donc la 2e fois qu'on a eu l'opportunité de récupérer la 4e place en cette fin de saison et qu'on ne le fait pas. On va regarder un petit peu le déroulé du match. On va regarder quelques stats, on va regarder le classement effectivement et ce que nous ont dit les acteurs du jeu. Alors bon, le match a commencé et tout de suite des polémiques puisque absence de de Ryan Cherki dans le 11 de départ. Alors, on pourra discuter longtemps, vous le savez, j'essaie de ne pas faire de foot fiction, mais personnellement, moi je comprends cette compo. D'ailleurs, on verra que pendant 1 heure, cette compo nous permet de ne pas être en danger et d'avoir au moins 3 grosses occasions. 3 grosses occasions. En effet, une des forces de Monaco, c'est quand même son milieu de terrain. Physique, athlétique, technique, rapide. C'est-à-dire en gros, hormis technique, l'exact inverse de notre milieu de terrain à nous. Je ne sais pas si vous vous souvenez les amis, mais quand j'avais parlé à Pierre Sage dans l'afterfoot, je lui avais déjà fait remarquer que notre milieu de terrain manquait de qualité athlétique. À l'époque, c'était plutôt sur l'idée du pressing. Je disais, je vois pas comment on peut faire un pressing avec des mecs aussi lents. Tout au long de la saison, on a pu voir que notre milieu de terrain, face à des équipes, je dirais soumises, il a fait le café, parce que quand on joue en chausson du côté de Matic, du côté de Tessman, du côté de Verretou, évidemment, c'est assez facile parce qu'on a quand même de la technique. Mais bon, dès qu'on vient vous rentrer dans l'art, dès qu'il faut arrêter l'équipe adverse, il n'y a plus personne. Ce qui vient me conforter dans ce que je dis toujours depuis l'élimination face à Manchester United, puisque grosse polémique sur l'absence de Matic sur le terrain. On a vu Matic sur le terrain face à Lens, on l'a vu face à Monaco. Donc j'ai la faiblesse de penser que la rentrée de Matic n'aurait absolument rien changé. Comme je le dis toujours, on est sur un sport collectif et les naufrages y sont collectifs. Hormis, je dirais, cas particulier, c'est pas un joueur qui change tout dans une équipe. Donc pour moi, mettre Ryan Cherki, ça n'allait pas tout changer. Et en plus, je pense que pendant 1 heure, sans que ce soit exceptionnel, vous ne donnez pas de grosses occasions à Monaco, sauf une de Minamino. Et en plus, vous avez des occasions. Donc, quand j'entends un peu ici ou là, notamment encore dans l'afterfoot toujours eux, que Paulo Fonseca s'est planté, moi je suis pas trop d'accord. Alors, je sais, on va me dire, oui, mais toi tu le défends systématiquement, tu le bades à fond, ce qui est vrai, je vais pas dire le contraire. Mais si moi j'estimais qu'il s'était planté, je dirais qu'il s'est planté. Et je ne pense pas qu'il se soit planté. Et on va voir dans le déroulé du match, car selon moi, il ne s'est pas planté. Alors quel était ce 11 ? Un 11 devenu un petit peu classique, avec Perry dans les buts, une défense expérimentée, avec Tagliafico, Niakate, Mata, Maitland-Niles. Au milieu de terrain, on retrouvait Matic devant la défense, Tessman, Verretou. Oui, c'est défensif. Mais face à Monaco, il faut éviter de prendre des buts tôt, sinon vous êtes en difficulté, et c'est plutôt ce qu'on a fait pendant 1 heure. Almada, Fofana, Almada, bon, pas vraiment à droite, on va dire électron libre. Fofana, Lacazette, bon là aussi on pourrait discuter, pourquoi pas plutôt mettre Mikotadze, sachant qu'on va plutôt jouer en contre, etc. etc. Bon, on a vu l'entrée de Mikotadze. Là aussi, ne faisons pas de foot fiction. Est-ce que ça aurait tout changé ? Je n'en suis pas persuadé, c'est peut-être le cas, mais je n'en suis pas persuadé. Comme on ne pourra pas refaire le match, on ne le saura jamais. Alors, si on regarde tout simplement l'attaque momentum, eh bien on voit que malgré ce 11 critiquable, ouais, il est critiquable. Finalement, voilà, jusqu'au but de Monaco, ça tient à peu près la route. On voit que le but de deuxième mi-temps est franchement pas terrible. Bon, moi j'étais un peu frustré parce que je me dis, parce qu'on connaissait les résultats des autres matchs, on savait que Lille
et Nice étaient menés. Strasbourg, à la mi-temps, il y a 1-1. À Angers, au final, ils ont quand même perdu. Donc je me dis quand même à la mi-temps, faut lâcher les chevaux. Faut lâcher les chevaux. Un match nul, une défaite, c'est quasiment pareil vu le retard qu'on a. Donc j'aurais bien aimé que Cherki et Mikotadze rentrent à la mi-temps. Ça n'a pas été le cas. Mikotadze ne rentre qu'à la 76e minute. Et Cherki vers la 60e minute. Donc à mon avis, c'était quand même déjà tard. Et vous voyez qu'on n'est pas mis en danger. Donc moi, je dirais que le plan de Fonseca n'était pas si mauvais que ça. Mais on pourra toujours discuter, on pourra toujours réinventer des réalités alternatives, des sortes de multivers. Je pense que les films de super-héros ont fait beaucoup de mal, puisque les gens voient des multivers partout, où il se passerait des choses différentes que la réalité objective. Ce qui est sûr, c'est que donc dans cette première mi-temps, moi j'estime quand même qu'on a 3 grosses occasions. Celle de Lacazette et de Malik Fofana détournée par le gardien, et celle de Tessman qui est tout seul au point de pénalty et qui rate totalement sa reprise. Donc pour moi, c'est quand même pas rien. On verra dans les stats, effectivement, c'est pas des occasions de malade en termes d'XG, mais je pense quand même que si vous avez un gardien un peu moins bon que Kohn, je crois que j'ai dit Roli. Si vous avez un gardien moins bon que Kohn, peut-être que vous en mettez 1 sur 2 et que le match est différent. Alors donc, jusqu'au but de Monaco, où là, effectivement, on retrouve l'Olympique Lyonnais qu'on n'aime pas, avec des joueurs extrêmement passifs, mais d'une passivité incroyable. Un jeu de transition de Monaco mené à 2 à l'heure. Et Minamino qui lui-même va à 2 à l'heure. Il a 3 mecs sur le rable, donc Aletakar et Tessman. Tessman qui est aussi pas mal sur le deuxième but. Bien écoutez, on prend le but et derrière, c'est on baisse les bras, mental de souris de la part de nos joueurs. Malheureusement, c'est le cas depuis déjà longtemps. Et on verra que Moussa Niakate a dit quelque chose avec lequel je suis totalement d'accord. On verra ça en fin de vidéo. Et donc après, il n'y a plus rien. Mais il n'y a pas grand-chose non plus du côté de Monaco. Monaco a fait la différence et derrière, ils gèrent. Et nous, on ne leur propose pas beaucoup de danger. Et la fin de match est une mort lente, difficile. Heureusement, les amis, hier, vous étiez plus de 300, pas plus, quasiment 300 dans le chat. Donc on se serre les coudes, il y en a bien besoin. Même si je le dis tout de suite, la semaine prochaine contre Angers, je compte boycotter le match. Je vais essayer de réfléchir à comment je vais le faire sur le plan effectif. Mais je ne commenterai pas le match, ça c'est certain. Même s'il y a encore des enjeux au niveau du classement. On va regarder ça d'ailleurs tout de suite. Alors oui, nous avons toujours, en fait, on se retrouve exactement dans la situation d'avant-match, avec 3 points de retard, une différence de but favorable par rapport à Strasbourg et Lille. Si on bat Angers, je dis bien si, mais il faut savoir qu'Angers est sauvé, donc eux, ils seront en tongue, un petit peu comme Rennes quand ils sont venus chez nous. Donc on peut imaginer peut-être gagner, et avec une différence de but quand même assez importante. Je dis bien, on peut imaginer de gagner, mais ces derniers temps, vu qu'on est à 4 défaites en 5 matchs, faut être prudent, d'autant que j'ai le sentiment que c'est des missions à tous les étages. Hier, vous avez des joueurs de notre équipe qui prennent des cartons jaunes. J'avais l'impression qu'ils faisaient tout pour se faire expulser et ne surtout pas jouer le dernier match à domicile et se prendre la bronca des supporters, les banderoles et tutti quanti. Bon, faut savoir quand même que ce match va arriver au moment où on va fêter les 75 ans du club, et ces 75 ans du club, ils font très très mal. Alors, Strasbourg aura un match tranquille à domicile, Lille aura un match assez tranquille, mais Nice va jouer Brest. Bon, on va prier pour que Brest fasse comme ils ont fait hier, c'est-à-dire battre Lille, donc battre Nice, et que nous, on règle la différence de but, ce qui nous permettrait de monter d'un cran. Est-ce que ce sera suffisant pour aller en Europa League? J'en suis pas sûr. Parce que si le PSG gagne la Ligue des Champions, la Ligue des Champions, oui, alors j'en profite pour le dire, si le PSG gagne la Ligue des Champions, la 4e place n'est pas qualificative automatiquement, ça se règle à l'indice UEFA, donc ça ne change rien pour nous. Par contre, s'il gagne la Coupe de France, à ce moment-là, la 7e place amènera en Conference League, et la 6e, si j'ai bien compris les amis, ne me tapez pas sur la tête si je me trompe,
La 6e serait pour l'Europa League, ce qui serait, je pense, quand même un moindre mal. On n'est pas dans les ambitions de qualification pour la Ligue des Champions, mais ce serait un moindre mal. Et ça nous permettrait d'avoir quelques petites marges budgétaires pour le prochain budget. Alors sur les stats, c'est pas la folie parce qu'effectivement on a 3 grosses occasions, mais quand même celle de Lacazette et celle de Malik Fofana sont très très difficiles. Et vous voyez qu'on finit à 0,39 XG dans un match capital. On notera par ailleurs qu'on a perdu 2 fois contre le premier du championnat, 2 fois contre le deuxième du championnat, 3 fois contre le troisième du championnat. Donc quand on vise le podium, évidemment, non, c'est pas possible. 0 grosse chance, parce qu'effectivement nos occasions sont difficiles. 9 tirs contre 11. 3 arrêts de Lucas Perry, 4 pour Cohn. Corner 5. Je ne peux pas dire qu'ils aient été bien joués. Et d'ailleurs, j'enverrai une petite pique à notre ami Thiago Almada qui n'a pas tiré un seul coup de pied arrêté correctement. Donc ça, je suis un peu vénère parce qu'on nous l'a présenté ainsi. Idem pour Tessman avec ses tirs lointains, ses fameux tirs lointains, et je les attends toujours. Je pense que sur la saison, il en a réussi un ou deux et il n'a pas marqué. Enfin, s'il en a marqué un, il y a 2-3 semaines d'ailleurs, lors d'une défaite. Bon, bref. Donc, bon, c'est. Voilà, c'est pas acceptable sur l'ensemble du match. On pourra rejeter la faute sur l'entraîneur, tout ce que vous voulez, mais moi je le dis, je le maintiens. On est dans un sport collectif et hier, je n'ai pas senti une équipe qui collectivement était portée vers la victoire. Donc voilà, on récolte ce qu'on sème et ce qu'on a semé était largement insuffisant pour récolter une victoire. Mais je dirais que c'est quand même comme ça depuis quelques semaines et on commence à en avoir ras-le-bol, d'où ma volonté de boycotter le dernier match. Alors si on finit au-delà de la 5e ou 6e place, ce qui paraît quand même assez évident, eh bien vous le voyez à l'écran, ce sont nos classements sur les 10 dernières saisons. Et donc depuis 2019-2020, eh ben, on a fini systématiquement au-delà de la 6e place, sauf en 2021 où on finit 4e. Cette année-là, on est champion d'automne. Mais vous voyez que voilà, on est sur un déclin qui s'est amorcé puisqu'on fait 2 fois 2e en 14-15, 15-16. Ensuite 4, 3, 3, 7, 4, etc. Donc le déclin, il est là. Et vous le savez, pour des raisons financières, il va falloir se serrer la ceinture. Il n'est pas dit que ce déclin ne continue pas, malheureusement. Alors, certains pourraient penser d'ailleurs depuis quelque temps que je ne suis pas spécialement catastrophé, tout simplement parce que je me suis habitué à la médiocrité. Je ne m'y résous pas, mais je suis habitué à la médiocrité de l'Olympique Lyonnais, puisque ça fait quand même 6 ans, les amis, qu'on fait du caca. Depuis la saison 2019-2020, avec une certaine coïncidence avec le Covid, qui ne nous a pas permis de terminer la saison, peut-être qu'on serait arrivé plus haut dans le classement. Et je veux dire, après, c'est reparti encore à la baisse. Comme je l'ai dit, je vous ferai une vidéo pour analyser le déclin de notre club et surtout la fuite en avant sur le plan financier. Bon, donc ce qui se passe aujourd'hui, d'ailleurs, on pourra revenir sur les sondages, je ferai ça après la fin effective de la saison. Sur les sondages, de toute façon, vous n'étiez pas spécialement optimiste et vous nous voyiez collectivement finir entre la 4e et la 7e place, et c'est sans doute là qu'on va terminer. Donc d'une certaine manière, il n'y a pas de surprise. Ce qui est embêtant, ce qui est très rageant, c'est qu'effectivement, les résultats des autres hier nous étaient extrêmement favorables et que nous, on n'a pas fait le métier comme on ne l'a pas fait à Lens. Imaginez quand même que si on battait Lens, même en perdant contre Monaco, on serait encore 4e avec la réception d'Angers lors du dernier match. Donc cette fin de saison, elle est catastrophique. Alors un coup d'œil sur les notes de l'équipe, puisque évidemment, collectivement, c'est pourri. Malik Fofana qui s'extrait un petit peu du naufrage, mais on voit Perry à 4, Tagliafico à 4, Niakate 5, Maitland Nice 5, Mata non noté parce que sortir sur blessure. Je pense qu'il a eu un problème à la cheville. Matic 3, Tessman 3, Verretou 3, donc vous voyez un milieu de terrain totalement à la ramasse. Quand on voit ceux d'en face, Monaco, évidemment, on ne parle pas de la même chose. Almada 4, notoirement insuffisant, notamment sur les coups de pied arrêtés. Lacazette 5, je trouve ça extrêmement généreux, les amis. Et Malik Fofana 6.
Ouais, là aussi, pourtant vous savez que j'apprécie Fofana, mais si je trouve ça un peu excessif parce qu'effectivement il a fait quelques différences, mais il a perdu beaucoup de ballons, il a raté beaucoup de centres, il a raté beaucoup de passes, et finalement, hormis sur son tir, il n'a pas été très dangereux, donc je trouve que 6, c'est très très cher payé. Personnellement, je ne vois aucun Lyonnais à sortir du marasme hier, pas plus ceux qui ont débuté que ceux qui sont entrés. Alors aussi défenseur que je sois de Paulo Fonseca, malgré tout, il y a des choses parfaitement objectives. Quand il a été recruté, John Textor nous a dit « J'apprécie Fonseca parce qu'il aime bien dominer, parce qu'il est une structure défensive de très haut niveau, et que je pense qu'avec Pierre Sage, on ne pourra pas atteindre les objectifs de Ligue des Champions. » Alors même s'il reste 0,01% de se qualifier pour la Ligue des Champions, il n'en demeure pas moins que Paulo Fonseca a la pire moyenne de buts encaissés en compétition officielle depuis Kovacevic, donc avec 1,72 buts encaissés. Ça veut dire que sous Fonseca, vous encaissez minimum 2 buts. Alors pendant longtemps, on marquait au moins 2 buts, mais depuis quelques temps, on ne le fait plus. Voilà, il a échoué dans cette mission. Apporter une assise défensive cohérente à l'équipe. Après, là où je vais faire preuve de mansuétude avec Paulo Fonseca, ce qui va me faire passer pour un soutien inconditionnel, un fanboy de Paulo Fonseca, ce qui est un peu vrai, je ne le cache pas, mais c'est qu'il n'a pas choisi un seul des joueurs qui sont dans l'effectif. Pas un seul. Donc moi je l'attends après le mercato d'été. Après, à la rentrée, avec une préparation physique gérée par Fonseca, un recrutement dans lequel il sera associé. Même si on repart avec une équipe avec moins de grands noms, je l'attends et je le jugerai en décembre, après 4 mois de compétition, mais certainement pas avant. Rosenior nous a montré qu'en quelques mois, on pouvait mettre en place des choses intéressantes, donc je laisse encore du temps à Paulo Fonseca, mais évidemment le crédit ne sera pas illimité comme il ne le serait pas avec tout autre entraîneur, mais je pense que, pour moi en tout cas, je ne suis pas forcément suivi par tout le monde, ça reste l'homme de la situation. On va terminer par les déclarations des acteurs du jeu. Avant cela, je vous invite les amis à aller voir le replay du chat que j'ai fait après le match, où j'aborde énormément de sujets, je réponds aux questions, je relaye vos remarques. Bon, ça dure 1 heure, je pense que c'est plutôt intéressant, donc n'hésitez pas à aller le regarder, d'autant que la vidéo est éphémère, elle va rester 24 heures, et après 24 heures, je vais l'enlever. Donc n'attendez pas. Donc Moussa Niakhaté, comme je le disais, qui a dit quelque chose avec lequel je suis absolument d'accord. Il dit « Ce n'est pas aujourd'hui que tout se joue, ça s'est véritablement décidé dans les 3-4 dernières semaines. Il est facile de trouver des excuses comme la Ligue Europa, mais on a déjà utilisé cet argument pour le derby. Quand on a perdu à Saint-Étienne, j'ai dit « J'accepte l'excuse du coup sur la tête à Manchester United. Je l'accepte, ok. Maintenant, vous avez 1 semaine pour vous remettre et on repart au boulot. Là, contre Monaco, contre Lens, je ne l'accepte plus. D'autant qu'on a fait un bon match contre Rennes. Alors certes, Rennes venu en tongue, mais on a fait un bon match. Donc là, pour moi, c'est du je m'en foutisme. Je m'en fiche totalement de savoir tous les remous qu'il peut y avoir à l'intérieur du groupe. À un moment donné, hormis drame familial, je n'accepte pas que des joueurs professionnels qui ont une très grande expérience, qui ont des salaires absolument considérables, puissent nous faire les 2 matchs qu'ils nous ont fait lors des 2 dernières sorties, et qui ne les impactent pas forcément, puisque un certain nombre vont partir, mais impactent les supporters et le club, et ça je ne l'accepte pas du tout. Donc pour moi, comme je l'ai dit, les excuses, c'est terminé, et je n'excuse rien. C'est d'ailleurs pour ça que je souhaite boycotter le prochain match. Ce n'est pas que j'arrête de soutenir mon équipe, mais je veux manifester, même si évidemment ça n'aura aucun écho, tout le monde se fiche que je boycotte le match, mais à mon tout petit niveau, eh bien, je veux signifier que je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord avec les joueurs, je ne suis pas d'accord avec globalement le fonctionnement du club, je ne suis pas d'accord avec Textor, donc, qui était au match hier avec Gerlinger et qui s'est fait copieusement siffler par les supporters. J'espère que
il sera là contre Angers et que les supporters vont lui faire savoir leur point de vue de manière extrêmement vigoureuse, parce que ça suffit. Ça suffit les conneries. Et là, les conneries, il n'y a que ça. Il n'y a que ça. Alors, je maintiens l'idée que selon moi, nous n'irons pas en Ligue 2, mais ça ne veut pas du tout dire que je cautionne et que je valide le fonctionnement du club et ce qui se passe en ce moment, bien entendu. Voilà les amis, ce que j'avais à vous dire sur ce match. J'espère que cette vidéo vous aura intéressé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, à vous abonner à la chaîne, à activer les notifications. Et je vous dis à bientôt pour de nouvelles infos. Merci, au revoir.